Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et cette semaine, pour cette édition du 16 octobre 2021, on parle d'abord avec le Centre Alpha Papineau puisqu'il relance deux services à la communauté. On aborde la question du loisir et des élections municipales. Est-ce que les candidats aux élections municipales devraient en parler davantage de loisirs et pourquoi? Et finalement, à la chronique techno, on parle du lancement de Windows 11 et de ses problèmes parce qu'il y en a eu. Et en 2021, est-ce que YouTube, c'est une bonne idée? Tout ça à l'émission. Je débute l'émission aujourd'hui avec le Centre Alpha Papineau parce que les besoins en alphabétisation sont présents dans notre communauté. Et au Centre Alpha Papineau, il y a comme un renouveau, pas un renouveau, mais des anciens services reprennent vie puisque les mesures sanitaires se sont assouplies dans les dernières semaines. Alors, on va en parler avec la directrice générale du Centre Alpha Papineau, Mme Julie Titley. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça qu'on aborde en tout premier ce service d'écrivain public que vous avez. Et même avant ça, laissez-moi faire un petit résumé de vos services au Centre Alpha Papineau. Vous êtes là pour offrir une alphabétisation populaire. On parle vraiment de services de base pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. On peut apprendre à compter aussi. Ce sont des apprentissages plus de niveau primaire, hein? Et c'est souvent le premier pas que des apprenants vont faire avant d'aller à l'éducation aux adultes, terminer leur secondaire. C'est pour des adultes de 16 ans et plus, vos services. Donc, ça, c'est vos services principaux, bien sûr, l'alphabétisation. Mais là, vous avez ce service d'écrivain public qui a débuté juste avant la pandémie. Vous l'avez mis sur pause. Et là, il est de retour, ce service. On le connaît très peu. Qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Dans le fond, c'est un service sur rendez-vous. C'est pour aider les personnes qui ont des difficultés à lire, à écrire, à compléter un formulaire, qui ont de la difficulté à lire une lettre. On offre un service de 2 heures par semaine sur rendez-vous, puis quelqu'un de notre équipe au centre va l'accueillir, puis on va l'accompagner pour l'aider à mieux lire, comprendre ou même peut-être répondre à une correspondance ou répondre à une lettre. Fait que pour nous, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui ont des difficultés en lecture et en écriture. On a voulu vraiment offrir ce service-là pour la population. C'est un service qui a débuté où? Je pense pas que ça vient du Québec, hein? Ben, je le sais qu'il y a certains endroits comme à Montréal, à Laval, il y a aussi l'éducation des adultes dans l'Outaouais, ils l'ont déjà donné, ce service-là. Mais ici, dans le secteur, il y a un besoin. Puis nous, on trouve que c'est un bon service. Il y a eu des belles expériences qui ont ressorti de ce service-là dans d'autres régions. Fait qu'on aimerait ça pouvoir l'offrir aux gens qui en ont besoin. Oui, donc c'est un service que vous offrez et des gens de partout sur le territoire peuvent aller vous voir, demander ce service-là. Est-ce qu'on a besoin de répondre à certains critères pour y avoir accès? Non, il n'y a pas de critères. C'est vraiment des gens là, qui ont des difficultés à lire et écrire, puis qui ont besoin d'aide dans le fond, pour mieux comprendre. C'est ouvert autant à les gens de Buckingham, dans les environs. On est là pour aider les gens en besoin. Oui, puis je pense que dans la région de Montréal, là, tu le mentionnais, il y a Suzanne Coupal, qui est une ex-juge de la Cour du Québec, qui a décidé de participer à un projet pilote d'écrivaine publique. Je crois qu'elle l'a fait, puis je pense que son expérience est positive là, jusqu'à maintenant. Là. Je ne sais pas si elle le fait encore. Là, Je ne suis pas mais... au courant, là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'organismes en alphabétisation dans la région de Québec qui ont mis ça sur pied. Puis jusqu'à maintenant, là, c'est quand même assez positif là, comme résultat. On souhaite que ça puisse aider les gens justement à avoir aussi la motivation de remplir des formulaires parce que des fois, c'est ça, c'est qu'on est devant un formulaire où on a besoin de faire un changement dans notre vie. Je ne sais pas, peut-être ça peut être d'aller chercher un permis de conduire, mais il y a des choses à remplir, puis juste ça, c'est un frein à un changement dans une vie.
Oui, exactement. Puis, on veut que les gens puissent avoir ce service-là pour pouvoir, tu sais, pour poursuivre un intérêt ou s'ils veulent s'inscrire dans un milieu où ce qu'ils peuvent apprendre en alphabétisation, autant des adultes, autant au niveau primaire. Fait que c'est sûr que c'est une porte qu'on ouvre, puis Mm. on espère que les gens vont en parler pour justement que ce service-là puisse être connu. Alors, on vous appelle pour prendre rendez-vous, on vous écrit, c'est quoi le meilleur moyen? Oui, bien, dans le fond, ils peuvent nous téléphoner, puis via notre page Facebook, il y a des informations là, qui sont quand même assez faciles à aller chercher, autant notre adresse, notre numéro de téléphone, et puis c'est sur rendez-vous par contre, Oui. parce que là, on ne voudrait pas que... On veut redonner un service de qualité, fait que c'est certain qu'on veut bien planifier ce service-là pour les gens. Je comprends. Deuxième service qui revient en force, étant donné les mesures sanitaires qui s'assouplissent peu à peu, c'est un service pour les parents qui ont des enfants âgés entre 0 et 5 ans. C'est un service qui s'appelle Sac à jouer. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, c'est le projet des sacs à jouer. C'est des sacs qui ont été créés selon l'âge de l'enfant, puis ça permet aux parents d'aider au niveau de la stimulation pour l'enfant, pour l'aider à découvrir le senti, découvrir la lecture. Puis ce projet-là, dans le fond, c'est pour aider les familles vulnérables ou les parents qui ont besoin de soutien là, au niveau de stimuler l'enfant. Et puis, c'est pour aussi les préparer justement à la maternelle ou à la prématernelle. Ça donne vraiment des outils aux parents pour qu'ils puissent, dans le fond, motiver leur enfant à apprendre. Oui, mais pourquoi c'est important d'offrir ce service-là aux parents, vous l'avez dit, là, qui sont peut-être moins éduqués? Qu'est-ce que ça peut changer? Ben, dans le fond, c'est prouvé là, qu'apprendre commence à la maison. Alors, souvent, il y a des parents qui n'ont pas toujours les outils nécessaires, tu sais, pour stimuler l'enfant. Fait que dans le fond, ça va redonner confiance aux parents. Puis ça va aider à préparer l'enfant pour la garderie, pour l'école, la maternelle. Puis, c'est prouvé que quand on commence vraiment à stimuler l'enfant en bas âge, qu'il y a moins de taux de décrochage éventuellement au niveau de Oui, scolaire. oui, oui. Puis ça peut, je pense, aussi casser donc un cercle vicieux. C'est-à-dire que s'il y a des parents qui sont moins éduqués et qui ne peuvent pas préparer leur enfant à l'école, ben d'avoir cette aide-là va casser un peu le cercle vicieux qui pourrait donner des enfants qui pourraient décrocher eux aussi de l'école éventuellement. Effectivement, c'est une des raisons aussi pourquoi ce projet-là a été mis sur pied, parce que, comme j'ai dit tantôt, apprendre commence en Mhm. jeune enfant à la maison. Et Ouais. puis, si l'enfant n'est pas bien préparé, mais il va arriver dans le milieu scolaire, il n'y aura pas les outils Mhm. nécessaires pour pouvoir aller vers une réussite selon son âge et ses capacités. Fait que oui, il y Mhm. a un cercle vicieux. Mhm. Les parents qui sont peu alphabétisés, souvent, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour aider l'enfant. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner un coup de pouce aux parents pour les aider avec les outils nécessaires pour le développement de l'enfant. Mhm. Et ce service, comment on peut l'obtenir? On Ben, vous appelle encore une fois? oui, dans le fond, les gens peuvent aller chercher l'information sur notre page Facebook et puis peuvent toujours nous téléphoner là, au numéro de téléphone qui est sur la page Facebook. On prend les appels, on va regarder avec eux leurs besoins, puis après ça, ben, on peut planifier là, l'activité dans les familles. Oui, parce qu'il y a une intervenante qui se déplace Oui, directement dans les exactement, oui. familles. Ouais. Oui. Euh, Donc, il peut y oui. avoir aussi les prêts des sacs.
Fait qu'on peut prêter les sacs pendant 2 semaines. Fait que le parent peut explorer, faire l'aventure avec son enfant, vraiment là, la motiver. Puis après ça, nous, on fait un retour avec eux, on va chercher le sac, on regarde avec eux comme les côtés positifs. Est-ce qu'ils veulent avoir un autre sac? Parce qu'on a des thèmes, on a beaucoup de thèmes selon l'âge. Fait que c'est intéressant pour le parent parce que il peut explorer là, beaucoup de créativité. Madame Titley, merci beaucoup et je vous souhaite de beaux mois un peu post-pandémie. On n'est pas encore en post-pandémie, mais je sais que ce n'est pas évident pour les personnes analphabètes ou qui ont peu de littératie de vivre avec la pandémie. Alors, merci d'être là pour accompagner ces personnes dans ces difficultés à travers la pandémie. Bien, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Dans une période d'élection municipale, on s'attend à ce que les candidats parlent de taxes, de transport, mais est-ce qu'ils devraient parler davantage de loisirs? On va se poser la question avec Loisirs Sport Outaouais, avec Normand Veillette, agent de développement. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai dit Veillette ou je ne sais pas si je l'ai bien prononcé? Oui, tu l'as bien prononcé, Oui? Veillette. Oui. Super. Chez Loisirs Sport Outaouais, donc vous jugez que les candidats devraient en parler davantage de loisirs. Pourquoi? Bien, la pandémie nous a amené à positionner le loisir public comme une bouée de sauvetage. Rappelez-vous, Floralie, il n'y a pas longtemps, voilà un an, en décembre 2020, lorsque le confinement est arrivé, les seules choses qui étaient possibles de faire, c'était prendre des marches, aller faire du plein air, aller dans les parcs municipaux. Et même, notre cher gouvernement, M. Legault, disait, si vous voulez socialiser un petit brin, allez dans le parc municipal avec votre grand-père ou votre grand-mère. Donc, le loisir public a pris une place vraiment importante, d'une part, pour sortir de la solitude, pour aller rencontrer nos familles, nos amis, mais également aussi pour bouger. Et je pense que dans cette campagne électorale-là, le loisir public, non seulement doit prendre sa place, mais aussi il doit prendre son importance. Et Loisirs Sport Outaouais, justement, a décidé, lors de cette campagne municipale-là, de sensibiliser les élus à l'importance du loisir public. C'est quoi l'impact du loisir sur les citoyens dans une municipalité? Qu'est-ce que ça change d'offrir des services de loisirs, en fait? Moi, je pense qu'il y a 3 volets. La première chose, premièrement, ça permet de s'impliquer au niveau de l'implication citoyenne, que ce soit dans un comité de loisirs, un club de l'âge d'or, que ce soit sur des commissions aussi que gèrent les municipalités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça permet aussi de sociabiliser. Vraiment. Mm-hmm. Ça permet aux nouveaux arrivants qui déménagent de Gatineau à Maniwaki de connaître leurs voisins, de connaître aussi comme tel dans les familles dans le quartier. Et le troisième niveau, c'est toute la notion d'activité physique, mais de plaisir. On parle beaucoup souvent de bouger pour le corps, pour l'esprit, mais le plaisir est un élément essentiel. L'être humain est addictif au plaisir, la dopamine, ce qui fait en sorte que le loisir public, lui, va permettre de combler justement ces 3 sphères-là comme telles de l'important du bonheur comme tel d'un être humain. Et donc, tous ces impacts-là, en bout de ligne, ce que ça donne, c'est que s'il y a des citoyens plus heureux, au mieux, qu'est-ce que ça donne? Il y a une vitalisation de la municipalité, de la région, En fait, c'est une condition gagnante pour le développement territorial. Des gens qui développent un sentiment d'appartenance dans la municipalité dans laquelle ils s'impliquent va faire en sorte qu'il va y avoir une dynamisation qui va faire du territoire. Donc, la municipalité va être dynamique. Ça va attirer aussi les gens, mais aussi les entreprises. Lorsque les gens décident de démarrer une entreprise ou d'acheter une maison, ils ne le font pas parce qu'il y a des trottoirs et des égouts. Ils le font parce que le secteur des loisirs ou la vie citoyenne est intéressante. Ça fait en sorte aussi que le loisir permet aussi de l'innovation. Ça apporte aussi les gens à échanger sur des bonnes pratiques, échanger des idées. Puis souvent, par le loisir public, naît aussi des petits groupes d'intérêt qui font en sorte qu'ils deviennent à eux-mêmes des agents de développement pour la création de projets comme tel dans leur communauté. OK, ça veut dire que si moi, je m'en vais jouer au badminton, je suis à Ripon pour dire quelque chose, ou je suis à l'Ange Gardien, puis je m'en vais jouer au badminton. Puis là, je rencontre d'autres citoyens de ma municipalité. Puis évidemment que je ne parlerai pas juste de badminton en allant jouer au badminton. Je vais parler d'autres choses. Puis
ce que vous dites, c'est qu'il y a peut-être des idées qui vont émerger de ces conversations-là, des idées qui peuvent être bénéfiques, dans le fond, pour la municipalité. J'en prends ton exemple. Tu es en train de jouer au badminton, tu es en train de jouer avec ton ami, puis au côté, il y a un terrain adjacent, tu as un autre couple ou des amis, deux personnes, bref, qui s'échangent le moineau. Puis tu entends parler les deux jeunes femmes de dire « C'est plate, hein? Il n'y a pas de garderie à Ripon. » Mettons qu'il n'y en aurait pas. Il n'y a pas de garderie à Ripon, on est obligé d'aller porter nos gens à Saint-André. Il me semble que ça serait le fun qu'il y ait une CPE. Puis là, tu arrêtes de jouer avec ton ami, tu dis « Hey, c'est drôle, moi, je suis enceinte, puis c'est une préoccupation que j'ai. Pourquoi qu'on ne se partirait pas? Moi, plutôt, on n'ira pas rencontrer le ministre régional pour avoir une CPE à Ripon. » Mais tu vois, le sport et le loisir permet en soi d'avoir un intérêt en commun, donc d'avoir une axe de communication, ça favorise la communication. Puis après ça, naissent des fois des intérêts en commun, des projets de société ou des projets comme tels d'une communauté. Mm-hmm. C'est un bon exemple, je pense, pour illustrer la chose. C'est quoi le rôle des municipalités en termes de loisirs? Parce qu'il y a aussi les organismes qui sont là pour offrir du loisir. En fait, le premier rôle d'une municipalité, c'est d'offrir des infrastructures qui sont sécuritaires, attrayantes et qui offrent une qualité de l'expérience. Okay? À partir de là, les organisations, que ce soit sportives, que ce soit communautaires comme les clubs de l'âge d'or, les maisons des jeunes, les maisons de la famille, vont faire en sorte d'offrir une programmation d'activités et d'événements dans ces infrastructures-là. Et la municipalité, après, va analyser l'ensemble de sa programmation offerte par les partenaires de sa communauté et lorsqu'il y aura des trous de service, va mettre ensemble d'instaurer des activités pour rejoindre les clientèles suivantes, les enfants, les ados, les adultes, puis les aînés. Sa job à elle, c'est de savoir que l'offre concertée entre la municipalité et puis les organismes présents dans son communauté sont capables de combler tous les trous de service de cette clientèle-là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la région de la Basse-Lièvre, donc Allange-Gardien, Buckingham, Masson-Angers notamment, où ça peut être des municipalités un peu autour de cette région-là? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ou entendre comme engagement des candidats pour améliorer l'offre de loisirs ou améliorer les infrastructures? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre comme engagement? Moi, je pense qu'il y a une clientèle qu'on sous-estime tout le temps, c'est les adolescents. Moi, je trouve qu'il manque d'infrastructures en loisirs publics pour les ados. Quand on va dans les parcs, c'est surtout pour du 0-12 ans ou pour les personnes âgées. Beaucoup d'infrastructures de sport d'équipe, mais très peu d'aménagements, d'équipements qui permettent du défi. Les ados aiment le défi. Donc, escalade, parcours obstacles, mobilier urbain confortable parce que les ados restent longtemps dans les parcs. Hein, c'est un petit peu leur territoire. Hein. Fait que pas du mobilier urbain de plastique où après une demi-heure, tu es écœuré de t'asseoir. Des choses confortables avec beaucoup aussi des coffres, puis qu'il y a des équipements de jeux libres, frisbee, disque golf. Fait que moi, j'aimerais ça entendre parler des élus d'aménager les parcs autrement avec des zones pour adolescents. Ça, c'est la première chose, je trouve, qui serait... Puis on ne parle pas de réinventer le monde, Florélie. On parle de prendre des choses qui existent, des améliorer, puis de créer une zone pour cette clientèle-là qui demande d'avoir leur zone à eux. Parce qu'on sait que les ados, ils ne veulent pas jouer auprès de papa et maman, ils veulent les loin le plus possible. Leur petite sœur, Brigitte, qui a 4 ans, ils ne veulent pas l'avoir non plus. Fait que, tu sais, isoler, petite zone pour eux autres, aménager pour eux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle très peu de l'accessibilité universelle pour les personnes handicapées. Il y a très peu de parcs dans la Basse-Lièvre, ou très peu, pas du tout, qui est dédié aux personnes handicapées et aux gens à mobilité réduite. Moi, puis quand on parle d'accessibilité universelle, ce n'est pas juste les équipements d'aire de jeu, ce n'est pas juste les équipements récréatifs, mais c'est de partir du stationnement à sol dur avec le sentier qui est accessible, pas en sable, pas en terre battue, en asphalte ou en béton, puis avec du mobilier urbain qui est accessible aussi. C'est pas dur de mettre une table à pique-nique avec un côté d'un banc, puis l'autre côté, pas de banc, parce que la chaise roulante peut aller se glisser en dessous. Mais quand on parle d'accessibilité universelle, on parle aussi des poussettes. Une poussette, là, ça doit aller pas juste au bout de la table parce qu'il n'y a pas de place. On doit faire de la place à tout le monde dans le parc. Donc, l'inclusion, moi, je pense qu'il y a un effort à faire pour les ados puis la personne handicapée. Normand Veillette, merci beaucoup et on souhaite voir donc les candidats avoir des engagements clairs par rapport au loisir, du moins c'est ce que vous souhaitez chez Loisirs Sport Outaouais. J'espère que votre souhait aura été entendu. Merci beaucoup, au plaisir. Au revoir. Et on termine l'émission en parlant de technologie avec Sylvain Caron. Bonjour. Bonjour Florélie.
Tu nous as parlé dernièrement du système d'exploitation Windows 11. Tu nous as dit qu'il allait arriver et qu'on allait éventuellement devoir faire la mise à jour, donc passer de Windows 10 à Windows 11. Et depuis que tu nous en as parlé, alors il est arrivé, ce Windows 11. Il est arrivé vendredi dernier, le 5 octobre. Et donc, on pouvait s'y attendre. Il y a des bugs. Il y a des petits bugs qui ont été rapportés ici et là. C'est l'avantage des PC, la grande compatibilité, mais c'est aussi son tendon d'Achille, je vais dire, c'est que justement, il y a une très grande compatibilité. Donc, il y a une très grande possibilité de pièces qui peuvent être mises ensemble. Oui, il y a de la compatibilité, mais toutes les configurations, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de bugs comparativement à un ordinateur comme un Mac qui est assez contrôlé au niveau des pièces. C'est assez restreint, tandis que le PC, c'est ouvert. Donc, est-ce qu'on se devrait se ruer? Peut-être pas. Se ruer vers la mise à jour. Oui, vers la mise à jour. Tout de suite switcher au Windows 11 alors qu'on peut encore fonctionner avec le Windows 10. Absolument. Et voir aussi ces périphériques, voir à ce que tous ces périphériques aient des bons pilotes adaptés pour Windows 11 pour pas qu'on ait de surprise. Donc, est-ce qu'on devrait se ruer présentement? Je ne pense pas. Il y a en anglais, il y a un dicton qui dit « If it ain't broke, don't fix it ». Si ce n'est pas brisé, répare-le donc pas. C'est à peu près ça qu'il faut se fier là-dessus. Et quand, un exemple donné, il va y avoir quelques mois, je dirais, là, Windows 11 va être très stable. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. Si vous voulez l'essayer, allez-y, mais c'est à vos propres risques et périls. OK. Donc, on prend notre temps, on va être patient, puis on va attendre que ça se répare. Tu veux nous parler aussi de YouTube aujourd'hui? Oui, YouTube. Donc, si on se fie aux statistiques, c'est quand même assez stable depuis les 2 dernières années. On sait qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans les vidéos YouTube et ça a apparu. Donc, en 2020, on disait qu'il y avait à chaque minute au-dessus de 500 heures de contenu qui était ajouté tout au long de la planète. Donc, ça veut dire que si on veut écouter une minute de ce qui s'est téléversé sur Internet, ça prend 500 heures. Donc, par jour, on parle de plus de 30 000 heures et par année, c'est incroyable. Par jour, on parle de 720 000 heures par jour. Et donc, si on voulait écouter ce qui se passe sur YouTube en une journée, tout ce qui est le nouveau contenu, on parle de 82 ans pour une personne à 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est impossible de finir YouTube. S'il y a des gens qui vous disent « il n'y a plus rien de bon sur YouTube », et vous cherchez encore. Oui, cherchez encore, puis pour longtemps, cherchez encore. Ça veut dire que nous, à la TVC Basse-Lièvre, on en ajoute du contenu, on les ajoute nos émissions sur notre chaîne YouTube. Mais ça, c'est tout le monde qui fait ça à travers le monde entier. Alors, c'est ce qui crée toutes ces heures de contenu interminables. Alors, est-ce qu'en 2021, c'est gagnant? Est-ce que c'est une bonne idée de se partir une chaîne YouTube puis de penser pouvoir gagner sa vie avec ça? Et ça peut être un peu plus difficile. Je dirais qu'il faut, oui, si vous voulez aller, allez-y, c'est une passion. Si vous voulez transmettre votre savoir, votre intérêt pour quelconque sujet, il y en a des millions de sujets qui peuvent être discutés, mais est-ce qu'on peut penser devenir riche ou même juste gagner sa vie avec ça? Faudrait peut-être aller avec la pédale un peu plus douce. Et donc, avant d'investir des sommes colossales, parce qu'on sait que l'équipement coûte une fortune, eh bien, le premier mot, c'est de commencer. Juste commencer. On a tous un cellulaire dans les mains ou dans des poches, puis qui a quand même une bonne qualité pour la plupart des récents. Ça a quand même une bonne qualité de vidéo et une bonne qualité d'audio. On peut commencer comme ça. Et puis, l'important, c'est de se trouver un sujet qui nous passionne. Et si on veut avoir la chance de se faire découvrir, eh bien, il faut que le sujet soit d'intérêt public. Exemple donné, la technologie. Il y en a tellement sur YouTube de la technologie, on en parle. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de canaux, mais justement, il y a un intérêt parce qu'on voit qu'il y a des milliers, des millions d'abonnés pour certains. Donc, il y a un intérêt, les gens vont le voir. Et ce que l'algorithme va faire de YouTube, c'est qu'elle va vous suggérer des vidéos en lien avec ce que vous avez écouté. Donc, si vous écoutez de la technologie, il va vous en proposer d'autres dans le même type. Donc, si vous entrez dans ce type-là, eh bien,
vous avez des chances de vous faire voir. Mais là, encore là, il ne faut pas, comme on dit, capoter avec ça. Là. Et puis, avant d'investir, comme je disais… Et par exemple, c'est intéressant, tu parles les sujets d'intérêt public, donc techno, le maquillage aussi, la coiffure, c'est des chaînes YouTube qui ont beaucoup d'attention. Mais il faut avoir des abonnés pour que ça fonctionne, puis éventuellement que ce soit monétisé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça? Bien, la monétisation, c'est bien simple, c'est qu'on va mettre des pubs et ces pubs-là, à vos vidéos, bien, ils vont vous donner une certaine part d'argent. C'est pas beaucoup, là. Plus il y a de créateurs, plus on a une somme diminuée parce que, justement, Google se doit de payer tous ces gens-là. Et aussi, c'est ça. Donc, ça nous prend 1000 abonnés et ensuite 4000 heures de visionnement dans la dernière année. Et ça peut être assez difficile pour certains d'atteindre ces chiffres-là. Et ça, puis, c'est pour commencer à avoir un peu d'argent. Mais tu ne gagnes pas ta vie avec ça, là? Non, on ne gagne pas sa vie avec ça. Il y a certains YouTubers qui ont dévoilé combien ils faisaient. Ça peut être correct et pour certains. Pour l'investissement, il faut voir toujours l'investissement de temps, d'argent et que ça peut rapporter. Il y en a qui investissent peu et qui font pas beaucoup, mais qui font assez pour, disons, rentabiliser leur passion. L'important, comme je disais, c'est de commencer et aussi d'être constant. Si on se dit, eh bien, on a une famille, 2, 3 enfants, l'école, le travail, eh bien, se lancer à dire, je vais faire 4 vidéos par semaine, c'est peut-être un peu risqué. Donc, il vaut mieux en mettre moins, mais en mettre plus constant et justement pour pouvoir commencer à bâtir ses abonnés tranquillement, pas vite. Et puis après ça, à un moment donné, ça peut arriver. Et plus on a d'abonnés, plus on a d'heures de visionnement, plus ça peut attirer des commanditaires aussi. Donc, les commanditaires, ça aussi. Oui. Comment ça fonctionne? C'est des compagnies qui approchent des gens, des créateurs de contenu, et puis qui leur offrent soit des produits en échange d'analyse, de révision, ou ensuite, ils vont leur dire carrément, je sponsorise ton vidéo et puis je te donne un certain montant pour ton vidéo selon ton abonné. Un peu comme la publicité dans les chaînes de télé. Il faut voir ça aussi un peu comme une chaîne de télé. Si on dit, on va mettre 3 émissions par semaine, on met 3 émissions par semaine, mais il faut constamment en mettre 3 émissions par semaine. Et c'est là que ça peut devenir un peu plus difficile pour certains. Alors, c'est peut-être pas le moment de se lancer en 2021 sur une chaîne YouTube puis penser qu'on va gagner notre vie avec ça puis qu'on va devenir riche. C'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde que ça arrive. Merci, Sylvain. Merci beaucoup, Florélie. À bientôt, tout le monde, et sachez que vous pouvez aller voir nos émissions sur YouTube.